Chers amis des mots, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne après à peu près 600 ans sans vidéo. C'est toujours la même chose. J'arrive pas à faire mieux, je suis désolée. On va se retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture, mais... Après seulement quelques épisodes de la série, je vous annonce que ce sera le dernier sous cette forme-là. Et à partir d'aujourd'hui, ou en tout cas dès que possible, je vous invite plutôt à me suivre sur Instagram. En effet, que ce soit en rapport avec mes réseaux, avec mon site, avec toutes mes activités prochaines, et puisque la parution de mon premier roman approche à grands pas, mon orientation réseaux sociaux-esque va changer légèrement. C'est-à-dire que je vais beaucoup plus m'orienter sur tout ce qui est processus d'écriture, processus personnel, tout ce qui est vie d'auteur, tout ce qui est voilà, promotion évidemment de mon nouveau roman, aussi peut-être un peu plus comme des pastilles d'humeur, etc. Et donc par rapport à ce format-là, Instagram est beaucoup plus adapté pour moi. On va dire que je passe quand même beaucoup plus de temps là-bas à échanger, à avoir des retours. J'ai d'ailleurs plus d'abonnés sur cette plateforme que sur toutes les autres réunies. Donc je vais changer de format. Ça ne veut pas dire que je vais jamais revenir sur YouTube, ça veut juste dire que peut-être les formats courts que je vais faire sur Instagram vont se retrouver sur YouTube. Et puis je vais garder YouTube pour des formats plus longs, c'est-à-dire de plus de 15 minutes. Et c'est en général ce que je poste. C'est très rare d'avoir des vidéos ici qui durent moins de 15 minutes. Voilà, mon idée c'est de pouvoir produire du contenu entre guillemets plus spontané, qui me prennent beaucoup moins de temps à produire et du coup qui va se poster beaucoup plus vite et beaucoup plus régulièrement. Donc à partir de maintenant, si vous avez envie de me suivre, je vous conseille de me suivre soit sur Instagram, soit sur Facebook, où je vais partager systématiquement le contenu que je mettrai sur Instagram, puisque ces deux plateformes sont liées, mais le format correspond quand même plus à Instagram. Voilà, j'ai fini de raconter toute ma vie. Maintenant, on recommence. Chers amis des mots, bonjour, ou même bonsoir, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais il fait nuit. Il fait nuit et je filme. Mais qu'est passo? Ma chère belle-maman a trouvé des projecteurs. Donc oui, évidemment, ça se voit, puisque ma lampe du plafond est jaune, mais je peux filmer maintenant à n'importe quelle heure. Et donc j'avais envie, pour clôturer ces épisodes un petit peu particuliers de point lecture et de tout ce que je faisais jusqu'à maintenant, eh bien de vous refaire un point lecture. Comme vous l'avez peut-être vu sur la miniature, j'ai lu énormément ces derniers temps et j'ai commencé surtout des sagas, etc. C'est aussi pour ça que vous m'avez pas trop vu, parce que j'ai enchaîné les tomes et le problème des sagas c'est que je peux pas faire de chronique au fur et à mesure, puisqu'après je vous spoil ce qui se passe dans les sagas. Donc je reviens pour vous parler de plusieurs lectures, des tomes uniques, des choses que j'ai lues par-ci par-là, et puis des sagas d'une manière globale, comme ça vous avez quand même une petite idée. Maintenant on va commencer parce que j'ai déjà 5 minutes d'introduction et on va pas s'en sortir, hein. Au début de l'été, je crois même au mois de juin, j'ai commencé à lire Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov, qui est un auteur que j'avais déjà découvert par un tout petit récit comme ça qui s'appelle Morphine et que je vous conseille vraiment vivement, surtout si vous voulez vous renseigner un petit peu sur les addictions et le monde interne d'une personne addicte. Mais nous n'en sommes pas là avec Le Maître et Marguerite. J'ai découvert ce livre par des échanges que j'ai eus avec Parallèle, qui est une jeune femme de laquelle je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, que j'ai rencontrée sur Scribd. Et en fait, dans son roman, qui n'est pas encore paru et qui, je l'espère, paraîtra un jour, elle fait référence à cette histoire-là. Je m'attendais donc à quelque chose de très poétique, de très... comment dire, très dramatique et très... voilà, des livres qui font pleurer, quoi, comme d'habitude. Et en fait, j'ai été
J'ai été très déçue par ce livre. C'est comme si j'avais été dans des montagnes russes un petit peu de je ne sais pas quoi penser. Pas tellement en termes d'émotion, ni en termes de vécu du récit, etc. Mais plutôt en termes de je ne sais pas comment interpréter cette écriture étrange. Je vous lis le résumé, comme ça vous avez une petite idée de quoi parle Le Maître et Marguerite. Le Maître et Marguerite, c'est d'abord l'histoire d'un homme mystérieux qui semble avoir vécu très longtemps et avoir rencontré beaucoup de monde. Il est accompagné de 2 comparses ainsi que d'un chat qui parle. Au fil du récit sont dispersées des idées à défendre, des idées justes du point de vue d'un magicien farceur pas très sympathique. Ce dernier nous mène pourtant à la baguette vers le Maître, un écrivain raté, et Marguerite, son aimée, ainsi que vers Ponce Pilate. La recherche de la rédemption mènera-t-elle ce couple et ce commandant vers la liberté ou la déchéance? On est d'accord, hein, c'est pas le résumé qui est là, derrière le livre, mais bien mon résumé à moi. Franchement, si j'avais pas eu un attachement particulier à la personne qui me l'a recommandé et au passage qu'elle avait souligné dans son propre roman, j'aurais décroché vraiment beaucoup plus vite. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, c'est quand même une sacrée bricasse d'environ 800 pages, je crois. En tout, il y a une partie en fait du livre qui est sous forme de dossier pour expliquer un petit peu la vie de l'auteur et tout ça que je n'ai pas encore lu mais que j'ai très envie de lire parce qu'en fait Bulgakov c'est un écrivain russe qui a écrit principalement de la fiction mais qui en fait a la particularité de mettre toujours de sa vie et de ce qui se passe en Russie au moment où il écrit. Donc en fait il y a un côté très suggestif, très sous-entendu, très imagé de ce qui se passe, que ce soit au niveau de la guerre, que ce soit au niveau de ces histoires d'amour, que ce soit toutes les thématiques. En fait, c'est un auteur qui est réputé pour parler de ces choses-là dans ses livres, mais d'une façon complètement différente, qui fait que on peut pas vraiment identifier si on connaît pas le contexte au moment où il a écrit ça. Et je ne sais pas si ça a participé au fait que j'ai pas vraiment pu rentrer dedans, c'est-à-dire qu'il y a des chapitres qui sont très beaux, notamment quand il est question de Ponce Pilate, où ça se passe dans le passé, il y a toute une dimension un peu presque philosophique en fait dans ce livre. Et puis après il y a les passages qui sont un peu plus dans le présent où il se passe ces trucs étranges, donc il y a une dimension un peu fantastique comme vous l'aurez compris avec un certain personnage. J'ai lu ce livre en lecture commune avec une copine d'Instagram, en tout cas une fille que je suis depuis longtemps, et en fait à chaque fois qu'on lisait un chapitre on se disait mais ouais c'est intéressant et tout, puis le chapitre d'après on se disait mais en fait c'est ultra chiant. Et puis le chapitre d'après, on se disait, bon, ça continue à être ultra chiant. Puis après, un petit regain d'intérêt, un petit quelque chose qui arrive, etc. Et en fait, c'est tout le livre comme ça. C'est tout le livre comme ça. Donc il y a évidemment beaucoup de passages que j'ai soulignés. J'ai mis plein de post-it et tout ça, parce qu'il y a vraiment des passages très très beaux. Et très très intéressants, très philosophiques et tout ça. Mais il y a aussi ces passages où en fait, l'intrigue n'avance pas d'un pouce. Il peut se passer tout un chapitre où il y a des énormes descriptions de plein de trucs complètement absurdes qui se passent et on n'arrive pas à voir en fait où l'auteur veut nous emmener. J'ai eu cette fâcheuse impression que l'auteur il a mis dans son livre tout ce qu'il avait envie de mettre sans vraiment s'occuper de la forme, pas que ce soit mal écrit, mais en fait c'est mal structuré. Enfin, je sais pas si j'ose dire que c'est mal structuré, c'est un auteur, voilà. En tout cas, la structure ne m'a pas convenu, disons plutôt ça comme ça, et n'a pas convenu non plus à ma copine d'Instagram. Donc ma copine d'ailleurs a complètement abandonné la lecture avant la moitié, je dirais elle a lu un tiers. Et moi, je suis quand même allée au bout parce que j'avais cet attachement particulier à ce bouquin. Comme vous le verrez sur ma chronique de blog, je n'ai pas mis une si mauvaise note que ça parce que y a une plume, il y a quand même de l'intérêt, il y a quand même quelque chose derrière. C'est plutôt une question de structure, de narration et d'envie de transmettre des choses que probablement je n'ai pas saisi aussi parce que j'ai pas lu tout ce qu'il y a autour du contexte, etc. Donc je pense qu'en lisant le dossier qui est à la fin et qui fait bien 300 pages, non je plaisante, il fait
150 pages quand même le dossier. J'apprendrai à mieux connaître cet auteur et je pense que je comprendrai aussi un petit peu mieux où il voulait en venir et qu'est-ce qu'il a essayé de nous transmettre avec cette refonte de plein de choses. Et voilà, en tout cas c'était quand même intéressant de le découvrir parce que c'est un sacré classique et je remercie du coup Parallèle de me l'avoir recommandé parce qu'au moins maintenant quand je relirai son roman pour la 4e fois je saurai de quoi il est question. La lecture qui a comment dire suivi, j'ai lu le tome 4 des Enfants d'Aliel. Alors les Enfants d'Aliel, je vais pas vous en reparler ici parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les Enfants d'Aliel. D'ailleurs, je vous avais préparé un joli petit concours. Vous avez été plusieurs à participer. J'étais très contente. Il y a eu une gagnante. Elle a reçu son livre et elle était toute heureuse. Il y aura peut-être d'autres occasions un jour. Il faut savoir que donc c'est une pentalogie, je crois qu'on dit comme ça. Donc 5 tomes sont prévus pour cette saga. Et celui-ci est le 4e, il s'agit du Porteur d'Espoir. Je ne peux pas vous parler du tome 4 puisque je risque de vous spoiler totalement. Par contre, je peux quand même vous dire que c'est évidemment le plus abouti pour moi et celui dans lequel j'ai pris le plus de plaisir à découvrir la suite de l'intrigue puisque là vraiment on se rapproche de la fin, donc il y a beaucoup de choses qui se dénouent, qu'on apprend, qui se mettent en place. En fait on voit que l'autrice prépare vraiment la fin de sa saga et j'ai vraiment beaucoup aimé en termes de technique, en termes d'écriture, en termes de plaisir d'écrire, de lire, de découvrir cette saga. C'était le top du top. Par contre le tome 3 reste quand même mon préféré et je ne sais pas si le tome 5 va pouvoir dépasser le tome 3, mais je sais pas, j'ai un truc avec le tome 3. Je vous refais pas non plus le résumé des Enfants d'Aliel puisque vous allez pouvoir le trouver dans ma vidéo et aussi dans ma chronique sur le blog et sur Instagram que j'ai remis à jour pour l'occasion. Le 3e livre que je voulais vous présenter, c'est celui-ci, Bilio's Petit Caillou de Mil Yazgi, qui est une autrice auto-éditée. En fait, c'est une autrice qui a pris contact avec moi sur Facebook il y a un bon moment maintenant. Et elle voulait que je découvre son premier tome qui s'appelle donc Bilio's Petit Caillou et le premier tome s'appelle Le Jeu d'Osselet. J'avoue qu'en fait j'ai vu qu'il y avait beaucoup de travail autour de cette saga et en fait je me suis rendu compte plus tard, j'ai appris plus tard qu'il y avait eu une campagne participative pour sortir ce livre et donc du coup j'ai été charmée par le fait que l'autrice prenne le temps de lire une partie de son premier chapitre et de faire participer des gens de sa famille pour lire la suite et faire les différents personnages. J'avais bien aimé, c'était très intriguant le premier chapitre, etc. Je sais même pas si c'est le premier chapitre ou le prologue. Je crois que c'est le prologue. Et puis voilà, donc j'avais été charmée et en fait je voulais lui prendre directement mais elle n'avait pas de stock malheureusement. Et comme c'était pas sur Amazon, j'ai pu commander directement sur la plateforme le livre en papier. Qui est une plateforme sauf erreur belge et qui propose justement de l'auto-édition pour sortir son livre en papier comme le nom l'indique. Donc j'ai commandé ce livre et je me suis plongée dedans avec un souvenir assez intéressant de cette introduction et de tout ce qui s'y trame et de tout ce qui me titillait comme ça et qui m'a donné envie d'acheter ce livre pour soutenir l'autrice aussi. Et malheureusement, j'ai été déçue. Je vais vous lire le résumé histoire que vous fassiez une idée de quoi ça parle. Bilio's Petit Caillou, c'est l'histoire de Peter, jeune garçon sans réel but existentiel. Rapidement, il est confronté à des phénomènes étranges, de drôles de coïncidences qui le guident vers un monde dont il n'osait pas imaginer la teneur. En toile de fond se joue un jeu d'osselets à l'impact certain sur le passé et le futur des protagonistes de Bilio's. J'ai fait relativement court parce que l'intrigue, même si du coup ça a été une déception, est assez quand même touffue. Et comme justement j'ai eu quelques difficultés à rentrer dans l'histoire, il y a forcément des choses que j'ai pas retenues. C'est pas une question de longueur parce que il fait 300 pages, donc c'est pas non plus un très gros bouquin, mais c'est une question de style. Évidemment l'autrice est au courant de mes difficultés, de ce qui m'a retenue et de ce qui a fait que j'ai failli abandonner plusieurs fois la lecture. C'est là une question de style vraiment et
d'écriture un petit peu trop jeune. Je m'explique. Dans écriture jeune, en fait, j'inclus par exemple l'utilisation constante de verbes faibles, c'est-à-dire des paragraphes entiers par exemple où il est dit ils avaient beaucoup bougé et étaient arrivés dans un espace où il y avait ta. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Donc ça c'est pas forcément mal écrit, c'est juste que les verbes faibles sont le signe d'une manière générale que l'auteur ne cherche pas assez de synonymes ou qu'il y a une pauvreté dans le vocabulaire. Alors attention, c'est pas une critique universelle et c'est pas uniquement à cause de ça que j'ai eu de la peine à rentrer dans l'histoire. Moi aussi, je fais des répétitions et je fais ce genre de choses, mais c'est des choses qui se corrigent en fait avec le temps, avec l'expérience, avec la pratique de l'écriture. Et je ne sais pas dans quelle mesure Mille a beaucoup pratiqué l'écriture, mais en tout cas ça s'est senti qu'elle n'avait pas forcément une grande habitude d'écrire, ou en tout cas qu'elle n'avait pas fait énormément de recherches pour trouver d'autres mots ou des équivalents. Donc dans le texte et dans mon retour que je lui ai fait oralement, je lui ai souligné tout ce qui m'avait dérangé, tout ce qui pourrait améliorer en fait son récit pour qu'elle puisse peut-être soit faire une correction de celui-ci, soit commencer à faire attention pour le tome 2 et pour ses prochains projets en fait, tout simplement. Parce que ce problème de style entre guillemets, il péjore complètement son écriture et ses concepts. Dans le livre, j'ai quand même trouvé des concepts hyper originaux, notamment, je sais pas si on peut appeler ça des races, mais les deux clans rivaux un petit peu qui sont censés s'affronter, qui créent un petit peu des difficultés. Je n'ai vu ça nulle part, par exemple. Dans la façon dont c'est amené, il y a quand même beaucoup de choses un peu profondes comme ça dans la construction de comment on devient un tassi, par exemple, qui est l'une des deux engences, si je peux dire ça comme ça. J'ai trouvé le concept vraiment très intéressant. Il y a des moments où c'est très introspectif, des choses comme ça où je m'y suis retrouvée et c'est ça qui a fait que je n'ai pas abandonné ma lecture. Je suis arrivée au bout quand même du processus. Mais malheureusement, dans une majorité de situations, eh bien, je me suis retrouvée quand même à me forcer à lire quand même un peu pour arriver au bout parce que bah voilà, je lui avais dit que je la soutenais et c'est moi qui lui ai acheté son livre, donc voilà, par principe, j'avais envie d'arriver au bout de cette lecture et puis de pouvoir lui donner un avis concret sur ce que j'avais aimé, ce que je n'avais pas aimé, parce que je trouve que juste dire j'abandonne pour des auteurs avec qui on a la chance de pouvoir échanger, c'est un petit peu dommage. Autant il y a des lectures d'auteurs internationaux beaucoup moins accessibles, par exemple, où j'aurais pas de honte à dire bon bah voilà, j'ai pas aimé, je laisse de côté, je reprends plus tard ou pas. Tandis que là, c'est quand même des auteurs européens qui sont relativement accessibles. Et surtout quand c'est des jeunes auteurs, je trouve que pouvoir donner son avis d'une façon constructive, ça permet à ces auteurs ensuite d'amener des choses au lectorat et puis à leur propre écriture et se dire que on peut toujours s'améliorer. Moi, je suis la première à vouloir recevoir des critiques positives, négatives sur mes écrits parce que je sais très bien qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un sacré potentiel là-dedans. Bon, notamment la couverture, je pense que vous avez vu qu'elle est sublime. Ce petit oiseau a quand même une signification particulière, une histoire du guide, etc. Donc je pense que ça peut être pas mal si vous êtes soit des férus de fantastique, soit que vous avez des gens autour de vous qui sont un peu jeunes aussi et qui veulent commencer par du fantastique. Je recommanderais plutôt ça que Harry Potter par exemple. C'est un peu sympa, ça change, c'est dans un environnement un peu différent, c'est original et puis ça permet quand même de passer un bon petit moment. Disons, l'écriture est pas vilaine, on arrive quand même à avancer dans l'histoire et puis les explications sont quand même faciles pour un jeune public. Après, c'était pour moi un petit peu trop facile par moment. Ensuite, j'ai continué dans l'auto-édition et en fait, je me rends compte que c'est une grande majorité d'auto-édition que je vous montre là et c'est pas plus mal. J'ai enfin lu la saga de
Elisa Alberte. Oui, c'est Elisa Alberte et pas Elisa Albert, s'il vous plaît, quand vous recevez ces services presse et que vous faites des chroniques dites dans vos stories. Elisa Alberte, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je lui avais dit que je ferais la morale aux gens qui m'écoutent. Elisa Alberte, c'est donc une jeune femme que j'ai rencontrée dans le cadre de mon travail. Et c'est seulement après quelques semaines qu'elle a commencé à me suivre sur Instagram et du coup j'ai appris par ce biais-là qu'elle écrivait et que non seulement elle écrivait mais qu'en plus elle avait écrit déjà une trilogie. Et voilà, en auto-édition sur Amazon par contre. J'avais envie de découvrir ce qu'elle écrivait et qu'elle a l'air quand même d'écrire un peu plus des trucs comme moi j'écris, donc des romans contemporains. Eh bien, j'ai profité des fêtes et de sa proposition de faire un petit coffret pour Noël et je lui ai acheté du coup la trilogie, donc le tome 1 de Quand je respire, donc la saga s'appelle Quand je respire, le tome 2 et le tome 3. Voilà. Il faut savoir qu'Elisa fait absolument tout toute seule. Elle fait la mise en page, elle choisit le revêtement de ses livres, elle fait le résumé, elle corrige, elle fait bêta lire évidemment, etc. Elle trouve elle-même les références et puis c'est elle qui a fait les magnifiques photos de couverture que vous voyez là. Je vais vous lire le résumé et ensuite je vous dis ce que j'en ai pensé. Quand je respire, c'est l'histoire de Luna qui mène l'existence plutôt calme d'une jeune femme en couple et en études, jusqu'à ce que la faillite de l'entreprise de son père les amène à déménager en Iowa. Là-bas, elle retrouvera Benjamin, son ami d'enfance, qui ne semble pas vraiment ravi de la revoir, mais elle sera surtout confrontée à des souvenirs de plus en plus clairs et aux difficultés qui a conduit sa famille à s'installer à New York il y a des années de cela. Alors, j'avoue que normalement, je suis pas du tout fan des romances ou des récits qui se passent à New York. C'est-à-dire que j'en ai trop vu, des Marc Lévy, des trucs, des compagnies, des machins. C'est une ville que je n'aime pas du tout, qui me tente pas du tout, en tout cas, qui n'a aucun intérêt visible pour moi. Et du coup, j'aime pas quand ça se passe aux États-Unis parce que je m'identifie pas, je visualise pas les rues, à part ce que je vois dans les films, etc. C'est quelque chose qui me touche pas particulièrement. Malgré tout ça, eh bien, j'ai commencé à lire le récit de Elisa Alberte et j'étais plutôt transportée. Alors je pense qu'on sent en fait dans ses lignes l'amour qu'elle a pour cette ville et du coup elle arrive à transmettre ça. Ça m'a fait plaisir parce que j'avais peur que ça me bloque un petit peu tout le temps, que ça se passe aux États-Unis et en fait finalement c'est bien décrit, c'est bien écrit. J'ai plutôt bien aimé cette série, alors c'est pas un coup de cœur. Là aussi j'ai trouvé quelques petites maladresses, des petites répétitions, des petites fautes, etc. Mais quand on fait tout seul, c'est un petit peu difficile. Donc là aussi, comme j'ai la chance de connaître Elisa et de pouvoir échanger avec elle, de lui dire directement ce que j'en pense, eh bien je lui fais un retour directement. Et puis en général, c'est plutôt apprécié parce que j'y vais pas dans le sens que je vais corriger, j'y vais pas non plus dans le sens que c'est nul, faut faire autrement. C'est mon ressenti en tant que lectrice et à la fois j'ai quand même cette petite casquette d'auteur accessoirement. Au-delà de ça, l'histoire se suit bien. Alors, on n'est pas dans une histoire hyper pleine d'action, etc. On est dans une romance qu'on appelle slow burn. C'est une romance donc très très lente. J'étais évidemment prévenue, elle m'avait dit que c'était ce genre de romance là. J'ai passé un très très bon moment, franchement ça coule tout seul. Le style d'Elisa est vraiment assez addictif en fait, on tourne les pages et puis ça défile et puis c'est facile à suivre, on identifie bien les personnages, j'ai trouvé que les personnages étaient assez forts. Je pourrais ressortir un peu des traits de caractère de chaque personnage, y compris les secondaires, donc c'est vraiment vraiment bon signe. Et ça veut dire que elle les a bien définis, elle les a bien dessinés aussi en termes de dialogue et tout ça, d'attitude, de ressenti, etc. Il y a des moments introspectifs de Luna, donc c'est l'héroïne qui est la protagoniste on va dire plutôt, qui sont très intéressants. C'est un personnage que je n'ai pas forcément apprécié tout le long de l'histoire, qui m'a parfois un petit peu agacée, mais elle a quand même des petits points communs avec moi, que j'ai bien aimé. Que j'ai bien aimé retrouver dans le texte et je crois que dans le tome 3 c'est un peu le tome où j'ai retrouvé un peu plus de choses. Puis bon, ces couvertures, ça donne envie d'y retourner et de découvrir quoi. Merci à Elisa.
de m'avoir fait ce petit paquet dont j'ai fait l'unboxing sur Instagram. Ah oui, je peux annoncer du coup que, évidemment, la base, c'est une trilogie. 1, 2 et 3. Mais, mon petit doigt me dit que Elisa, quand elle aura le temps, elle écrira un 4e tome. Donc, on l'attend parce que visiblement, ce qu'elle m'a dit, c'est que ça va expliquer pas mal de choses qui restent un petit peu en suspens dans le tome 3. C'est une très jolie romance, une romance avec des thèmes aussi, j'ai oublié de le dire, des thèmes très très importants, très difficiles quand même. Il y a des moments où c'est assez dur quand même, des thématiques qui sont assez actuelles et assez prenantes. Et je trouve que Elisa les aborde bien, la romance prend de la place, évidemment c'est une romance, mais les thèmes ne sont pas complètement évincés, soit par des scènes de sexe, soit par juste la romance de j'ai envie de lui sauter dessus dès qu'il passe dans la cour. On est sur voilà, un récit contemporain assez complet avec tout plein de problématiques, et j'ai trouvé personnellement très agréable de lire ça vers l'été quand il fait beau, alors que ça peut aussi très bien se lire en hiver puisque il y a quelques moments où il fait assez froid dans l'Iowa. Un autre livre auto-édité dont j'ai très envie de vous parler et dont je sais l'autrice très impatiente de voir cette petite chronique, et c'est Il avait promis de Sophie Rossier. Oups là, il y a le marque-page qui se casse la figure. Je vais enlever ça. Voilà. Joli marque-page d'ailleurs qu'elle m'a envoyé. Mince, c'est tout flou. Je sais pas si ça marche si je fais comme ça. Non? Là. Voilà. Joli marque-page donc qu'elle m'a envoyé avec son livre. Il avait promis, je vais vous lire le résumé. C'est l'histoire d'Antoine qui, pour défendre son frère Jim, commet l'irréparable. Après un long et difficile séjour en prison pour purger sa peine, il doit se réadapter à la vie, rebondir. Pour cela, il s'installe chez son cadet et affronte difficilement ses traumatismes. Puis il tombe sur Nathaniel, dont la nature et le caractère lui feront voir plein de couleurs. Voilà. C'est un livre magnifique. J'étais vraiment pas très loin du coup de cœur. Franchement. Déjà, le travail éditorial est très beau. Je vais vous montrer juste comme ça, mais au début de chaque chapitre, on a des petites plumes comme ça. Et c'est pas des plumes de Google, hein, c'est des plumes qu'elle-même a dessinées. Sophie Rossier, en fait, j'ai rencontré sur Instagram par nos différentes publications, je pense par l'algorithme, merci quand même, des fois c'est pratique. Et puis on a commencé à discuter, on s'est échangé quelques avis de lecture, on s'est découvert des points communs, notamment qu'on est du même jour, pas de la même année mais du même jour. Et donc vu qu'elle est rentrée dans le club VIP des 20, dans lequel on était 2 avant, on a tissé un début d'amitié et j'ai eu très envie de découvrir son roman qu'elle venait de sortir ou qu'elle allait sortir tout juste, et du coup elle m'a envoyé son roman dédicacé avec une adorable dédicace trop chou. Donc le résumé de 4e de couverture que je vous laisserai découvrir en allant sur sa page, n'est-ce pas, m'a tout de suite beaucoup parlé. Ça m'avait l'air violent, ça m'avait l'air tout ce que j'aime, des trucs qui font pleurer mais des trucs qui rendent fâchés aussi. J'aime bien ressentir des émotions moi quand je lis. Il est resté quelques mois quand même dans ma pile à lire parce que j'ai pas pu le lire tout de suite. Ben voilà, j'étais vraiment très contente de découvrir le livre de Sophie. Il y a juste un petit regret qui me poursuit, mais n'y peut rien du tout, c'est qu'en feuilletant, je me suis spoilée toute seule. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi j'étais trop fâchée contre moi, j'avais trop peur de du coup moins apprécier ma lecture parce que j'avais découvert le truc, enfin un des trucs principaux qui allait faire que voilà, j'allais pas avoir la surprise quoi. Mais finalement ça passe. Après je me dis qu'il y avait quand même beaucoup d'indices dans le fil du récit qui m'auraient peut-être mis sur la piste, même si je suis pas très fut-fut. Si vous avez aimé par exemple la série Supernatural, je vous conseille vivement ce livre parce que il y a quelques clins d'œil, volontaires ou non, qui font que j'ai vraiment beaucoup apprécié les inspirations, le contexte, les thématiques qui n'ont rien à voir avec Supernatural, ou juste
une en tout cas. À la base c'est un récit contemporain, Sophie a fait le choix d'y ajouter une petite pointe de fantastique qui pour moi n'enlève rien au charme du récit, au contraire. Et je trouve que cette pointe de fantastique en fait elle met beaucoup de baume au cœur et beaucoup d'originalité à son récit, dans le sens que c'est une thématique qui a été beaucoup abordée au cinéma, dans les séries, dans les livres. Et en fait, je trouve qu'elle a encore réussi à ajouter quelque chose de nouveau et quelque chose de très original et très particulier à son écriture à elle. Je lui ai dit d'ailleurs que voilà, j'ai trouvé que la description de la chose fantastique a été merveilleuse en fait. J'ai trouvé ce moment absolument incroyable, très bien décrit, très joli et j'avais jamais vu ça décrit de cette façon, avec beaucoup de sentiments, avec beaucoup de ressentis. J'ai eu parfois la gorge nouée, il y a des moments quand même difficiles à lire. C'est une romance MM, soit entre deux hommes. Mais on n'est pas non plus, c'est un petit peu comme les livres d'Elisa, on n'est pas non plus dans la romance où ils n'arrêtent pas de vouloir se jeter l'un sur l'autre, etc. C'est pas du tout dans cette catégorie-là, on n'est pas dans le porno, on est juste dans une relation entre deux hommes. Il y a un frère qui est comme un grand frère, qui est absolument adorable. Il y a la copine du frère, il y a tout un entourage aussi, une famille autour de ces deux jeunes hommes qui ont vécu des choses très difficiles. Et puis il y a Nathaniel qui apporte une petite touche de naïveté, une petite touche d'originalité, beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. J'ai trouvé cette relation vraiment très touchante. On a affaire à des adultes, mais chacun des deux peut apporter beaucoup à l'autre d'une façon différente et j'ai trouvé une certaine ambivalence. Il n'y a pas de tout blanc, de tout noir. Il y a une réflexion psychologique aussi liée au traumatisme de ces événements difficiles dans l'enfance qui est absolument intéressante, qui est très bien abordée par Sophie, très bien amenée. Je me fais pas du tout de soucis pour la suite parce qu'elle prépare un deuxième roman qui n'a rien à voir avec celui-là et je me réjouis de la relire, de la lire et de faire découvrir son livre à d'autres. Et surtout, je trouve que si vous connaissez pas les romances MM, les vraies romances avec de l'amour, juste une histoire d'amour et pas juste une histoire de cul, et ben c'est une belle romance. Et si vous avez envie par exemple de le mettre dans votre Pumpkin Autumn Challenge, il reste encore 2 mois et demi au moment où je posterai cette vidéo, peut-être 2 mois, je ne sais plus pour quelle catégorie, mais il y en a une pour la littérature LGBT. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai adoré, c'est tout doux, c'est tout gentil, mais il y a quand même des trigger warnings et des trucs assez difficiles, donc faites attention, Sophie a bien prévenu. Si vous n'êtes pas sûr, allez lui parler, elle vous donnera quelques petits détails. C'est une personne adorable en plus, que j'adore côtoyer, avec qui j'espère avoir encore beaucoup d'échanges sur Instagram, et en vrai un jour j'espère. On va arriver au bout de cette vidéo, je sais pas exactement combien je vais couper pour arriver à avoir un format quand même pas d'1 heure quoi, parce que voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné, comme vous avez vu j'avais pas mal de livres à vous présenter, et puis moi je peux parler de livres pendant des heures. Je vais vous parler pour conclure cette petite vidéo point lecture de Vie de chat. En fait, c'était un appel à texte des éditions de la Caravelle. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite maison d'édition toute mignonne, toute chouchou, que j'ai découvert en cherchant d'ailleurs des maisons d'édition pour mon propre roman, et les soumissions étaient fermées à ce moment-là. Ils avaient fait un appel à texte et l'idée de ce recueil de nouvelles, c'est de pouvoir reverser des bénéfices à l'association qui s'appelle Les Chats Beauté. C'est une association dont je ne sais plus la localisation, mais c'est une association française qui s'occupe des chats errants, qui les stérilise, qui les soigne, etc. Elle a fait une campagne participative à laquelle on pouvait participer, et j'ai trouvé ce recueil parce que ma jumelle d'écriture, Caroline Blino, a écrit une nouvelle pour ce recueil, et je l'avais lu en avant-première.
et j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps et je lui ai dit que le jour où le recueil allait sortir, il fallait absolument que je commande pour l'avoir en papier. Je ne regrette absolument pas parce que j'avais pas du tout lu les autres nouvelles, elles sont très très bien, il y en a peut-être deux, trois qui m'ont beaucoup moins plu quand même. J'en ai fait une critique plutôt détaillée sur mon blog, je vous laisserai aller voir, mais sinon d'une manière générale, en lisant les 2-3 premières nouvelles, j'ai cru que j'allais passer mon temps à pleurer en fait. Toutes les nouvelles ont leurs petites pattes, ont leurs petites orientations différentes. Il y a des récits contemporains, il y en a avec une pointe de fantastique, il y en a carrément c'est de la fantaisie, il y en a c'est du post-apocalyptique, et puis il y en a des plus traditionnels, et dont celle de ma jumelle d'écriture, qui est magnifique, qui s'appelle Chant du cœur. Et si un jour elle m'autorise à vous la faire découvrir d'une façon ou d'une autre, je le ferai avec grand plaisir puisque malheureusement, ce petit recueil n'est plus édité. L'idée de ce recueil était uniquement de retirer des profits pour verser quelque chose à cette association et du coup l'éditrice n'a plus l'intention de le réimprimer. Je vous en parle quand même parce qu'il y a un certain nombre d'auteurs dedans et dans ma chronique en fait sur le blog, je parle du style de certains auteurs, de ce qui m'a marqué dans ces nouvelles et j'ai trouvé que c'était un bon moyen de découvrir aussi différents auteurs que je connais pas forcément. Il y en a dont le nom me dit quelque chose mais sans plus. Je peux vous énoncer les différents auteurs, peut-être que vous en connaissez certains. Donc il y a Zélina, Cindy C. Teston, Emma Ménébrode, Chris B. Onspach, Eva Desulliers, Anthony Boulanger, Sophie Cipriani, Christophe Germier, Amélie Prève, Jérémy Nézet et Caroline Linou. En tout cas, j'ai beaucoup aimé entrecouper mes lectures avec ce récit-là parce que c'est quelque chose qui se mange comme ça très facilement. Les nouvelles font quoi, une dizaine de pages, même pas, donc c'est vraiment un format nouvelle. Et puis les chats sont mis à l'honneur sous plein de formes différentes et voilà, j'ai été très émue par certaines nouvelles et je pense que si les auteurs ont fait d'autres choses, j'irai checker un petit peu quand j'aurai vidé ma pile à lire s'il y a des livres que j'aimerais découvrir d'eux ou des autres écrits. Est-ce que j'ose dire que c'est déjà la fin de cette vidéo? J'ai l'impression que je vais vous quitter à jamais, mais ce n'est pas le cas, rassurez-vous, vraiment, vraiment, vraiment. On va se retrouver bientôt, comme je vous expliquais, ce sera juste sous un autre format. Ici, je ferai toujours donc des petits montages, je pense plutôt faire des lives en fait, sous forme de rendez-vous, mais sur Instagram, pour désormais faire les points lecture et en parler, échanger, avoir un lien avec vous en fait sous forme vraiment d'un rendez-vous tous les mois ou tous les 2 mois pour échanger sur nos lectures. Ce sera plus convivial et puis surtout ça me demandera beaucoup moins de travail de montage et puis ça me permettra de produire aussi des vidéos parce que j'aime vraiment particulièrement ce format dans un format beaucoup plus court et qui me permettra de poster des choses plus régulièrement. Donc ces formats courts, peut-être que j'en ferai un mix et je les mettrai sur YouTube, comme ça vous n'êtes pas complètement à l'abandon. Mais je ne peux que vous inviter dès aujourd'hui à me suivre plutôt sur Instagram et sur Facebook si vous n'avez pas Instagram pour pouvoir suivre mon actu parce que ça va pas mal changer ces prochains mois. La sortie s'approche et j'ai vraiment envie de vous parler de mon livre. C'est pas que j'ai beaucoup moins envie de parler de lecture, mais j'ai envie d'en parler différemment et j'ai envie de mettre en avant d'autres choses tout simplement que les livres que je lis et il me semble qu'un rendez-vous ça peut être plutôt pas mal. Donc je vous laisse rester connectés. En attendant, dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez envie d'en découvrir certains. Et puis, n'hésitez pas, les commentaires sont toujours ouverts, les liens sont toujours dans la barre d'infos. Je vous mets toutes les coordonnées de tous les auteurs pour que vous puissiez acheter tous leurs livres. Et puis, je vous dis à vraiment, vraiment, vraiment très bientôt, j'espère, peut-être pas ici, mais sur Instagram. Et puis ici, ça restera un endroit un peu privilégié, un peu particulier, un peu où tout est mélangé, un peu plus qui me ressemble, mais sous une autre forme. Voilà. Je vous souhaite tout de bon, de très belles lectures et je vous dis à très très bientôt entre nos lignes. Ciao!